Bonjour tout le monde. Mon nom est Julie Boivin. Je suis la vice-mairesse de la ville de Sainte-Anne-des-Plaines. Ça me fait grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui à cette séance d'information citoyenne sur le projet de la Maison des aînés de Sainte-Anne-des-Plaines. Donc, vous savez, ça fait quand même un petit bout qu'on se questionne par rapport aux soins de longue durée à offrir à nos citoyens. Depuis un certain moment, quand même, les élus se questionnent parce qu'on trouvait ça toujours triste, c'était déchirant, c'était crève-cœur de voir que des citoyens qui souhaitaient vivre dans leur communauté étaient déracinés lorsqu'ils arrivaient à un moment où est-ce qu'ils avaient besoin de davantage de soins. Donc, on a regardé pendant plusieurs années s'il y avait une possibilité d'avoir un CHSLD à Sainte-Anne-des-Plaines, mais lorsqu'on a vu le projet de Maison des aînés de la CAQ durant la dernière campagne électorale, on a vu que c'était vraiment une solution à un besoin qu'on avait ici à Sainte-Anne-des-Plaines. Donc, dès l'élection, on a pris une résolution, le conseil de ville, qu'on a fait parvenir au gouvernement, donc à Mme Blais, la ministre des Aînés, pour lui signifier notre souhait d'avoir une maison des aînés. S'en est suivi des discussions, des rencontres, des projets. Et aujourd'hui, on est très heureux de vous accueillir à cette soirée citoyenne pour vous donner davantage de détails sur ce superbe projet. Donc, vous avez à l'écran le déroulement de la soirée. Donc, on va d'abord vous présenter l'ensemble de la Maison des aînés, donc le projet par le CI3S des Laurentides. Ensuite, en deuxième lieu, on va vous présenter le projet plus particulièrement de la Maison des aînés à Sainte-Anne-des-Plaines, donc par la Société québécoise des infrastructures du gouvernement du Québec. Et finalement, en troisième section, on va vous présenter la démarche d'élaboration de la politique MADA-Famille, donc par la ville de Sainte-Anne. Donc, c'est moi qui vais revenir à la fin pour vous présenter ce projet qui n'est pas nécessairement lié directement à la Maison des aînés, mais qui est quand même un projet qui va s'inscrire dans les besoins et dans la politique MADA. À la fin, il y aura bien évidemment une période d'échange, donc une période de questions. Je vous invite tout de suite d'ailleurs, si pendant l'ensemble des présentations, vous avez des questions, à les indiquer tout de suite dans la discussion, donc dans le chat. Alors, au bas de votre écran, vous avez une bulle de discussion. Si vous cliquez sur la bulle, une fenêtre va s'ouvrir et vous pourrez à ce moment-là tout de suite écrire vos questions pour ne pas les oublier. À la fin, il va y avoir une animation, mais au fur et à mesure que vous allez écrire des questions, les gens vont pouvoir les prendre en note. Qui va intervenir durant cette présentation? Donc, pour la première présentation, ça va être M. Michel Gauthier, qui est de la maison, donc qui est un chargé de projet clinique de la Maison des aînés au CI3S des Laurentides. Et nous aurons en présence silencieuse M. Jean-Philippe Cyr, qui est architecte et conseiller en bâtiment, ainsi que Mme Catherine Filion-Laure du service des communications, donc tous du CIS des Laurentides. Lorsqu'on indique en présence silencieuse, c'est que ce sont des gens qui vont être présents, particulièrement à la fin, pour répondre aux questions, advenant que ce soit des dossiers qui sont de leur sort. Ensuite, pour la deuxième, donc pour la présentation plus particulière du projet à Sainte-Anne-des-Plaines de la Maison des aînés, il va d'abord y avoir M. Michael Huot, qui est ingénieur et chargé de projet au SQI. Ensuite, M. Maxime Frappier, architecte de l'équipe concepteur-constructeur de la CDF Architecte, ainsi que M. Alexandre Godbout, qui est le gérant de projet senior concepteur-constructeur chez Pomerleau. En présence silencieuse, nous aurons M. Christian-Olivier Paré des immobilisations au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. Finalement, pour la troisième présentation de ce soir, qui est la démarche d'élaboration de la politique MADA-Famille de Sainte-Anne-des-Plaines, c'est moi qui vais revenir, donc Julie Boivin, et nous aurons en présence silencieuse M. Maxime Thérien, qui est le directeur des loisirs, sport, culture et de la vie communautaire à la municipalité, ainsi que Mme Joëlle Brassard, qui est la directrice adjointe des travaux publics, techniques et de l'environnement à la ville de Sainte-Anne-des-Plaines. Alors, nous aurons une très agréable soirée, j'en suis sûre. Donc, on vous en souhaite une et ça commence tout de suite. Alors, je cède la parole à M. Michel Gauthier, comme je le disais tantôt, chargé de projet clinique pour la Maison des aînés pour le CIS des Laurentides, à prendre la parole. Alors, bonsoir tout le monde. Ça me fait plaisir de vous rencontrer ce soir. Donnez-moi quelques instants pour terminer d'ajuster mes écrans. Alors, oui, ça me fait plaisir de vous rencontrer ce soir, vous présenter le projet Maison des aînés. Donc, mon nom est Michel Gauthier, je suis chargé de projet clinique au CIS des Laurentides. Je suis infirmier de formation et donc je suis responsable du projet de transformation des milieux d'hébergement pour la direction SAPA Hébergement et aussi responsable donc du projet Maison des aînés.
Donc, le projet Maison des aînés s'inscrit dans de nombreux projets au 6 des Laurentides. Un de nos projets là, majeurs. Voilà. J'aimerais juste qu'on me confirme qu'on voit bien mon écran. Oui, parfait, merci. Donc, je vais vous présenter là, ce projet qui s'inscrit dans un très grand projet de transformation des milieux d'hébergement au Québec, qui a été annoncé en novembre 2019 par notre ministre des Aînés, Marguerite Blais, et qui représente tout de même la construction de 46 maisons des aînés et maisons alternatives, c'est-à-dire 2600 nouvelles places à l'échelle de la province. Dans les Laurentides, il s'agit de 288 places pour aînés et adultes en perte d'autonomie. Donc, 5 maisons des aînés et maisons alternatives. En fait, il y a une maison alternative, maison des aînés, maison alternative située à Blainville, alors que les 4 autres maisons des aînés sont uniquement pour des aînés. Et donc, ils sont situés à Mirabel, Sainte-Agathe-des-Monts, Prévost et bien évidemment à Sainte-Anne-des-Plaines. Alors, qu'est-ce qu'une maison des aînés, une maison alternative? C'est un milieu de vie où on mise d'abord et avant tout sur l'épanouissement des personnes qui y œuvrent, des personnes qui y habitent, afin de viser leur mieux-être physique et psychologique. C'est un endroit où on va accueillir en maison des aînés, évidemment, des aînés en perte d'autonomie modérée à sévère, donc tout comme dans nos CHSLD, et où on va accueillir en maison alternative des adultes, donc des personnes avec des déficits intellectuels, des troubles du spectre de l'autisme ou de déficience physique. En ce qui concerne la maison des aînés de Sainte-Anne-des-Plaines, il s'agira vraiment de places aînées, donc on parle de 48 places pour aînés. Qu'est-ce qu'une maison des aînés? C'est d'abord avant tout un milieu de vie de qualité tel que défini par l'INES et le ministère de la Santé et des Services sociaux. Donc, un milieu où ça nous permet de se sentir comme à la maison. C'est un milieu où on adopte un mode de gestion participative. Donc, l'implication des différents acteurs est très importante. C'est un milieu où on peut compter sur du personnel compétent, engagé et reconnu, où on prête attention aux transitions. Donc, ces différents moments dans la vie des résidents à travers lesquels ils passent durant leur séjour et leur épisode de soins à la Maison des aînés. Évidemment, un endroit où on s'engage dans un processus d'amélioration continue. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Bien, voici davantage les détails sur la vision qu'on a au 6 des Laurentides de la Maison des aînés. C'est une vision qui a été construite, évidemment, avec nos équipes de gestion, nos directeurs, mais aussi avec nos équipes directement sur le terrain et avec les usagers partenaires avec qui on travaille. Donc, près de 10 usagers partenaires travaillent avec nous dans le projet, donc ils représentent la clientèle. Donc, un chez-soi accueillant où on favorise la liberté du résident, où on veut que les personnes puissent se promener librement, mais où ils peuvent faire des choix et donc avoir un grand respect de leur personnalité, de leurs habitudes de vie, de ce qu'ils ont été dans leur histoire. Un respect des goûts et des intérêts, où on mise d'abord et avant tout sur leur capacité et leur force pour réaliser les activités et améliorer leur bien-être, assurer leur bien-être. Et évidemment, où on souhaite la complicité entre les proches aidants et la communauté, donc concept très important du projet de Maison des aînés, donc l'intégration dans la communauté. C'est un endroit où on veut créer un milieu de vie naturel, un milieu de vie familial, on veut créer une famille. On favorise une vie sociale active et le maintien des capacités. Notre priorité, c'est la vie sociale active. C'est un endroit où les gens peuvent se réaliser, où ils sont occupés, où ils peuvent avoir des activités autres que des activités de soins et services. En fait, les soins et services sont au service de la personne pour qu'elle puisse réaliser ses activités, réaliser son projet de vie. Ce qu'on souhaite, c'est reconnaître l'histoire de vie de la personne, sa personnalité, et avec elle, contribuer à la réalisation de son projet de vie ou de son projet de fin de vie. Ses choix, ses intérêts, son autonomie, c'est ce qui est prioritaire pour nous. Et évidemment, on le fait avec l'implication et la contribution de la personne, ses proches, et l'ensemble des acteurs qui sont dans les maisons des aînés.
C'est un endroit aussi où le lien avec la communauté, on le souhaite fort. Donc, on veut être accueillant pour la communauté. On veut que les gens viennent à la Maison des aînés. On veut qu'il y ait des activités autour de la Maison des aînés parce qu'on veut que nos aînés fassent partie encore de la communauté, qu'il y ait de la vie autour d'eux. Donc, l'intégration dans la communauté, ça se fait à l'intérieur des activités intergénérationnelles, les activités loisirs de la municipalité, des événements pour la population, donc près et autour de la Maison des aînés. Et je dois souligner que, d'ailleurs, la Maison des aînés de Sainte-Anne-des-Plaines va être très bien située pour favoriser cette intégration-là. C'est aussi un milieu où est-ce qu'on veut un lien avec nos employés, nos bénévoles et nos médecins. Un lien important parce qu'on veut créer des équipes dynamiques, stables et impliquées, où on participe à la gestion. Donc, la gestion participative appartient aux gestionnaires, aux employés et aux proches, familles et résidents. Donc, toutes ces personnes-là œuvrent pour prendre des décisions. C'est un milieu où on est accueillant, où on valorise les talents des gens, où on ne mise pas seulement sur les tâches, mais vraiment sur des responsabilités, la co-responsabilité, et où on amène les gens à faire profiter le milieu et les résidents de leurs talents. C'est un climat qu'on veut positif. Finalement, évidemment, si les gens sont en maison des aînés, c'est parce qu'ils ont des grands besoins de soins et santé. Donc, ce qu'on souhaite, c'est d'avoir une approche participative où les personnes ont le pouvoir sur les décisions, ont les pouvoirs sur leur santé et où, comme professionnels de la santé, on les accompagne, on les conseille du mieux possible pour qu'ils prennent les meilleures décisions pour elles-mêmes en lien avec leur projet de vie. C'est un lieu où on mise sur leur confort, leur mieux-être et où on respecte, au risque de me répéter, leurs besoins, leurs habitudes et leur rythme de vie. C'est un endroit où on offre des soins de santé complets et diversifiés et où on veut faire appel à la communauté également pour augmenter la diversité de ces soins. Donc, voici ce qui complète la présentation du projet clinique de Maison des aînés. Je vais maintenant redonner la parole à notre animatrice pour la suite de la soirée et on répondra à vos questions là, à la toute fin lors de la période de questions. Merci beaucoup à tout le monde. Alors, merci, M. Gauthier. Alors, cette fois-ci, je céderai la parole pour la présentation du projet de la Maison des aînés à Sainte-Anne-des-Plaines à M., si je ne me trompe pas, Michael Huot. Il y aura aussi comme intervenant dans ce segment de Maxime Frappier ainsi qu'Alexandre Gauthier. Oui. Merci, Mme Boivin. Bonsoir tout le monde. Pour commencer, je voudrais remercier Michel Gauthier pour la présentation. Je pense que c'était un très bon résumé de ce qu'est les maisons des aînés à la grandeur de la province, mais plus spécifiquement sur la Maison des aînés de Sainte-Anne-des-Plaines. Ça donne un bon aperçu de l'objectif gouvernemental derrière la réalisation de ces maisons-là, puis de l'exploitation pour les années à venir. Tel qui a été mentionné précédemment, les différents CIS à la grandeur de la province, le CIS de Laurentides pour ce qui est de votre région, de Sainte-Anne-des-Plaines, sera le propriétaire de la Maison des aînés, propriétaire du terrain, du bâtiment et l'exploitant pour les dizaines d'années à venir. Par contre, pour ce qui est de la construction en tant que telle, du chantier, de la conception, eh bien, c'est la Société québécoise des infrastructures qui est le gestionnaire de projet. On travaille de pair avec le CIS de Laurentides, mais la gestion en tant que telle, c'est vraiment assuré par la Société québécoise des infrastructures. Dans le cadre des maisons des aînés des régions de Laval, Laurentides et Lanaudière, la SQI a octroyé un contrat de conception-construction à Pomerleau, en fond octroyé par appel de proposition à Pomerleau. Et ces derniers ont engagé plusieurs firmes de génie conseil pour faire la conception, des firmes d'architecture, ainsi que des sous-traitants, différents entrepreneurs pour faire la construction des maisons des aînés. Maintenant, je pense que la prochaine partie, ça sera une des parties, j'imagine, qui vont intéresser le plus les gens parmi vous, parce qu'on va discuter en tant que tel de la Maison des aînés qui s'en vient à Sainte-Anne-des-Plaines. Puis pour aller un peu plus loin là-dedans, je vais céder la parole à M. Maxime Frappier, qui est architecte pour Pomerleau, mais qui était architecte associé chez ACDF Architecture. Oui, merci beaucoup, Michel. Vous voyez tous bien mon écran, j'assume?
Alors, c'est avec beaucoup d'honneur que je suis ici. Puis je tiens à féliciter les citoyens qui sont présents. C'est toujours vraiment intéressant pour tous les gens qui participent à la réalisation des projets comme ça, qui sont structurants pour une communauté, là, de voir qu'il y a de l'intérêt et que les gens sont curieux. Alors, je vous félicite pour votre engagement et être curieux pour votre communauté. C'est effectivement un grand moment, M. Gauthier l'a dit, pour une communauté, quand on a un nouveau centre d'hébergement comme ça, un lieu d'hébergement pour nos aînés, pour nos gens qui ont plus de difficultés, bien, on est capable de les garder dans leur milieu, près de leurs enfants, souvent près de leurs amis. C'est vraiment quand même un joyeux moment là, dans votre communauté. Alors, on est heureux de pouvoir y participer. Essentiellement, je vais vous présenter d'une façon assez sommaire, mais quand même les principes fondamentaux qui ont guidé un peu l'approche. Nous, on est intervenu à partir d'un projet qui a été développé avec beaucoup d'intervenants au niveau du ministère de la Santé pour établir justement un nouveau milieu de vie qui allait être qualifié dans presque tous les aspects de la phrase suivante, comme à la maison. Alors, le plus possible là, de travailler des espaces qui allaient ramener une échelle beaucoup plus humaine et domestique. Alors, essentiellement, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti du volume de base là, qui était prescrit. Et bon, on se crée l'espèce d'image des anciens CHSLD, de ces grands hôpitaux-là, là, presque là, plus institutionnels. Puis on s'est dit, comment on serait capable de pouvoir fragmenter cette volume-là, puis de donner l'impression, en fait, que c'est plein de petites maisons, en fait, qui s'assemblent les unes aux autres pour créer un tout qui est cohérent, qui est fonctionnel, mais qui est plus à l'échelle humaine. Alors, essentiellement, ce qu'on s'est dit, ben, on va prendre la forme, puis on va essayer de la fragmenter et d'introduire des matériaux plus chaleureux, réconfortants, lumineux, pas de briques foncées. Donc, on est dans des briques, vous allez voir des volumes de briques qui sont de couleur assez pâle, donc qui captent la lumière, qui la diffusent. Et en alternance avec d'autres volumes qui sont plutôt revêtus d'un parement métallique de bois, là, bien, on arrive à créer une espèce d'image d'un projet qui est un peu comme si on avait assemblé différents volumes, des quadruplex, des 8 logements. Donc, pour faire en sorte que lorsque les gens vont pénétrer sur le site ou vont voir la Maison des aînés à distance, bien, ils vont sentir que c'est une échelle qui s'éloigne du modèle plus institutionnel auquel on a été habitué à travers toutes ces années. Alors, évidemment, ces premiers croquis-là d'intention qui ont été véhiculés là, dans nos bureaux montraient déjà cette approche là, de fragmentation de volumétrie où on allait venir là, en alternance, donc bois, briques, bois, briques, bois, briques, créer un village là, composé de tous ces petits volumes, plus à l'échelle humaine. Et tout en respectant donc les principes qui ont été établis dès le départ par les spécialistes du ministère qui établissaient en fait des maisonnées, on les appelle des maisonnées où on a 12 chambres par maisonnée ici qui fonctionnent d'une façon autonome et qui partagent en leur centre des fonctions communes, plus dédiées là, au personnel de soignants. Mais en fait, on sort un peu du cadre de vie, tout ce qui est service et un peu plus à caractère je dirais, soins et hospitaliers, pour vraiment créer des ambiances. Et en éliminant, vous verrez dans certaines images, toujours le fameux corridor là, auquel on a été habitué dans le passé. Vous savez, un grand corridor de part et d'autre, on y retrouvait des chambres là, en séquence, puis au bout du corridor, on était rendu au bout du corridor, il fallait revirer de bord pour se promener. Alors, dans ce cas-ci, vraiment, le travail a été fait d'une façon assez savante, là, où tous les chambres donnent sur l'extérieur. Et vous avez donc les portions centrales ici là, qui regardent toujours vers un jardin qui, lui, devient le poumon du projet, le lieu de rassemblement, le lieu de rencontre. On veut favoriser, évidemment, l'accès à l'extérieur aux belles vues. On veut que les aidants naturels soient encouragés d'amener leurs proches dans les jardins extérieurs pour créer ce sentiment-là de communauté. Puis après ça, on retourne dans nos maisonnées de 12 chambres à l'échelle humaine, comme à la maison. Alors, c'est un peu le principe. Et tout ce milieu de vie-là, bien évidemment, il est desservi par une zone ici qu'on appelle de service, qui va donc permettre, bien entendu, de bien servir tout le personnel soignant, mais aussi qui intègre des principes architecturaux, nous, qu'on appelle de transition. Alors, à partir de la rue des Cèdres, les voitures des visiteurs vont pouvoir arriver ici, vont avoir un débarcadère qui sera dans une zone protégée par une marquise. Tout de suite, là, des cases de visiteurs, des gens à mobilité réduite sont à proximité de l'entrée principale et cette zone-là est exclusive pour les visiteurs. Alors, ce qu'on veut, c'est de faciliter, d'encourager les gens à venir visiter leurs proches. Les maisons des aînés ont tous vraiment été développées en ce sens-là. Alors que pour la partie arrière du site, qu'on va voir ici, c'est la zone vraiment dédiée pour les stationnements des employés qui se retrouvent à l'arrière. Et tout ça, on essaie le plus possible de garder donc les arbres assez matures qui sont le long des cèdres et en bonifiant aussi cette bande de plantation d'arbres-là avec des nouveaux arbres aussi pour garder ce caractère-là déjà un peu vert du site. Alors, essentiellement, la maison se distribue comme ça. Une vue aérienne ici vous permet donc d'apprécier cette volonté de venir fragmenter
le bâtiment avec des volumes. Donc, vous voyez un volume de briques ici, vous voyez un deuxième volume ici de bois, puis on recommence avec la brique et ça continue, brique, bois, brique, bois, brique, bois, pour vraiment fragmenter le tout. On voit donc l'arrivée ici, le débarcadère, une longue marquise, là, vous le verrez dans la prochaine image, qui est chaleureuse, qui est invitante et qui vient aussi délimiter un jardin qu'on appelle le jardin d'apaisement. Alors, c'est un jardin qui est vraiment destiné à l'arrivée. C'est des visites parfois souvent chargées d'émotions quand on va voir nos parents, nos amis, nos oncles, nos tantes. C'est pas facile d'aller les voir dans un centre d'hébergement. Alors, cette espèce de jardin-là, ce poumon vert-là, c'est comme une main tendue un peu pour rendre la visite plus agréable ou le départ peut-être un peu plus serein. Alors, c'est comme ça qu'on a imaginé toutes ces maisons des aînés-là. J'attire votre attention aussi sur cette image qui illustre très bien à quel point il n'y a aucun équipement mécanique en toiture apparent. Alors, c'est une très belle nouvelle. Ça permet donc d'avoir une architecture qui est plus intégrée. Donc, on voit les ondes mécaniques qui sont ici en hauteur. Mais c'est un facteur des fois qu'on oublie d'expliquer, mais c'est quand même quelque chose de très, très, très intéressant pour le voisinage. Donc, à distance, on ne voit pas des énormes salles mécaniques. Là, tout est contenu à même l'architecture. Donc, une deuxième image qui vous montre un peu mieux à l'arrière, comment le jardin aussi est à l'échelle humaine. Hein, on n'a pas plus de 2 étages. Alors là aussi, pour le voisinage avec les petites maisons qui se trouvent ici du côté opposé, bien, on a une hauteur, un gabarit qui est tout à fait correct et dans les bonnes normes de bon voisinage. On ne vient pas imposer un grand bâtiment institutionnel de 6 étages. Cette image-là à distance vous montre un peu, donc à l'automne, un peu comment, encore une fois, cette fameuse échelle humaine-là est présente. Chacune des chambres est munie d'une fenêtre qu'on appelle en bay window, donc qui est en projection par rapport au mur extérieur, pour encore une fois ramener cette espèce d'idée de comme à la maison, on a son bay window, et ça nous ouvre un plus grand champ de vision sur l'extérieur. Mais aussi, en élévation, ça vient créer des jeux de projection d'ombrage, comme vous le voyez ici dans les zones foncées, même principe sur le côté. Alors, ça enrichit ces façades-là qui se trouvent souvent ont été traitées comme des bâtiments seulement usuels. Là, on a une architecture qui est un peu plus articulée et qui va encore une fois contribuer à créer une visite là, agréable pour les proches. La marquise, vous le voyez, a le même revêtement donc, de bois en sous-face ici, donc pour vraiment créer là aussi une main tendue, un appel à l'entrée principale donc, de la maison des aînés. Et donc le jardin à l'échelle bien humaine avec des beaux grands balcons accessibles, des espaces communs là, qui sont à l'intérieur. Vous voyez les halls d'entrée, donc lumineux, où on a donc cette percée visuelle ici sur le fameux jardin d'apaisement dont je faisais mention. Puis du côté opposé, on a une grande salle multifonctionnelle destinée encore une fois à tendre la main à la communauté, à organiser des événements, des rencontres lors des fêtes, à Noël, de pouvoir s'assurer qu'il y ait aussi capacité de continuer à s'épanouir et à vivre en famille, avec nos amis, avec notre communauté. Alors, le hall d'entrée devient un élément assez clé. Et tout le reste là, de l'intérieur des fameuses maisonnées, comme vous le voyez ici, les fonctions communes, donc s'ouvrent généreusement sur le jardin, sur la partie droite de cette image-là. Mais aussi, donc, on peut voir le corridor ici là, qui vient alimenter les chambres. On comprend que le corridor s'ouvre toujours sur les espaces de vie. Alors, c'est terminé, les grands corridors un peu épeurants et dramatiquement qui nous ramènent un peu à certaines réalités. Là, ici, on est dans un milieu qui est beaucoup plus normalisant et qui va contribuer à maintenir aussi les gens dans une espèce de capacité aussi cognitive en étant dans un lieu plus normal. Alors, quelques images qui vous montrent un peu la qualité des matériaux, la chaleur qui est véhiculée à l'intérieur de ces lieux-là. Alors, je repasse la parole à Michael qui pourra parler de l'échéancier des travaux. Excellent. Merci beaucoup, Maxime. Alors oui, maintenant, voici un point là, sur les grandes lignes de l'échéancier. En réalité, Pomerleau et ses sous-traitants ont l'autorisation de se mobiliser et de débuter certains travaux préparatoires depuis la fin du mois d'avril. Le permis de construction a été obtenu le 20 mai 2022 et la fin des travaux est prévue, l'acceptation avec réserve est prévue pour l'été 2022. En réalité, après cette date-là, il resterait seulement de petits ajustements ou des déficiences à régler, mais le bâtiment serait opérationnel à partir de l'été 2022. Ça fait en sorte qu'on peut voir que, grosso modo, c'est un échéancier de construction qui s'étale sur plus ou moins 15 mois. Alors, dès maintenant, je vais passer la parole à Alexandre Godbout, qui est gérant de projet chez Pomerleau, pour vous parler principalement des mesures de sécurité et d'atténuation qui sont mises en place. Merci beaucoup, Michael. Bonsoir à tous. Donc, côté construction, au niveau mesures de sécurité et d'atténuation, notre stratégie en matière de sécurité passe par la sécurisation du site,
par l'installation de clôture de chantier dès le début des travaux. Puis pour ceux qui habitent aux abords ou qui ont eu la chance de passer près du chantier, vous avez pu constater que c'est déjà fait puisque justement les travaux sont en cours. Ensuite de ça, ça passe aussi par la préparation de plans de circulation qui inclut la signalisation sur le chantier, mais aussi aux abords du chantier, des aires de recul pour la machinerie, la présence de signaleurs aussi quand c'est requis, dépendant des activités qui ont lieu au chantier. Puis aussi au niveau du respect des limites de vitesse. On a aussi au chantier un agent de prévention en santé et sécurité qui est attitré à plein temps sur le projet. Puis lui, son rôle, c'est entre autres de s'assurer qu'on respecte toutes ces mesures-là qui ont été mises en place pour assurer la sécurité non seulement au chantier, mais aussi aux abords du chantier. Ensuite, on tient des réunions de démarrage qui sont autant internes qu'externes, donc avec nos gens à l'interne, mais aussi avec tous les entrepreneurs spécialisés qui sont engagés pour venir exécuter les travaux. Pendant laquelle on couvre le volet santé-sécurité qui couvre la sécurité aux abords du chantier aussi, entre autres. Ensuite, si on peut peut-être changer de diapo. En termes de mesures de la stratégie, en fait, en matière d'atténuation, quand on parle, entre autres, de contrôle des émissions de poussière et de débris, ce qui est intéressant de mentionner, c'est que c'est un projet qui est LEED. Puis, donc, ça a un impact au niveau du contrôle de l'érosion, c'est-à-dire qu'il y a des mesures qu'on doit respecter qui sont, disons, plus grandes que les mesures qu'on doit respecter dans un projet standard qui n'est pas LEED. Donc, des mesures pour le contrôle de l'érosion de la poussière, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'humidification des surfaces granulaires, ça veut dire l'épandage d'abat poussière pour réduire la propagation de la poussière sur les chantiers, entre autres. On a aussi l'installation du filet dans les clôtures de chantier, comme vous avez pu probablement déjà voir. Ça veut dire aussi des stations de nettoyage pour les camions, les roues des camions dans les enceintes de chantier avant qu'ils ressortent sur les rues pour éviter là, de salir le voisinage. Et aussi, on a le nettoyage de rues par balai mécanique pendant les travaux d'excavation et de bétonnage qui sont souvent les plus salissants. Puis, évidemment, toute l'équipe, non seulement notre agent de prévention qui est en place sur le chantier, mais aussi c'est la responsabilité de l'équipe au complet du projet de faire une évaluation en continu de l'efficacité des mesures pour le contrôle et l'atténuation des émissions de poussière, mais aussi de toutes les mesures qui ont été mises en place pour limiter les perturbations. Pour ce qui est du contrôle des impacts sonores et des vibrations, c'est certain que le respect des horaires de travail qui sont exigés par les municipalités vont être respectés. Puis, au besoin, les équipements de mesurage, que ce soit pour le bruit ou pour les vibrations, pour les travaux ciblés, vont être mis en place. Par contre, dans le cas du projet de Sainte-Anne-des-Plaines, il n'y a pas de travaux comme de la démolition, du pieutage, du dynamitage qui sont requis. Donc, ce n'est pas des mesures qui vont avoir besoin d'être mises en place sur ce projet-ci. Excellent. Merci beaucoup, Alexandre, je pense que c'est entendu comme ça, je vais faire la dernière diapositive par rapport aux mesures d'atténuation. En gros, des éléments additionnels qui sont à mentionner, c'est que, comme il a été aussi mentionné précédemment, c'est seulement les équipements de rejet de chaleur qui vont être installés sur la toiture. C'est-à-dire, il n'y aura pas d'unité de ventilation de toiture de type rooftop ou d'autres unités qui pourraient être bruyantes. C'est sûr que c'est des coûts additionnels. Ça fait des salles mécaniques à l'intérieur qui sont plus grandes. Par contre, pour le voisinage puis pour l'entretien, pour différentes raisons, c'est avantageux d'y aller comme ça. Ensuite, c'est un projet qui est effectué selon le plan d'action sur les changements climatiques, le PAC 2020. Ça veut dire, grosso modo, qu'on va au-delà des cas des normes pour ce qui est du développement durable et de l'efficacité énergétique dans notre bâtiment. Puis, dernier point qui a déjà été mentionné, mais qui est un avantage, qui n'est pas non plus, qui n'est pas obligatoire, mais qu'on met de l'avant pour différentes raisons, c'est qu'on demande absolument la certification LEED V4 pour ce projet-là. Donc, je pense que c'est ce qui compléterait la présentation de la SQI Pomerleau et Groupe ACDF.
Parfait. Alors, merci beaucoup, messieurs Huot, Frappier et Godbout. Alors, on irait vers la troisième section de la soirée, qui est donc la présentation pour la politique MADA Famille, qui est présentée par la municipalité. Donc, bien évidemment, je ne pouvais pas m'empêcher de faire un parallèle entre la Maison des aînés et la MADA. C'est sûr que non, ça n'a pas un lien direct entre la Maison des aînés et la MADA, mais en même temps, les deux ont sensiblement le même objectif et c'est s'assurer qu'il y ait un bien-être chez nos aînés. Donc, on veut prendre soin de nos aînés, alors cette politique-là nous permet de le faire. Donc, je rouvre juste une petite parenthèse ce soir pour vous présenter ce projet. Donc, d'abord, c'est quoi la politique MADA? Donc, on peut passer à la diapo suivante, où est-ce que vous voyez la marguerite. Donc, la marguerite, comme vous voyez, a 9 pétales. Alors, ce sont 9 applications, 9 termes qu'on doit absolument respecter lorsqu'on élabore une politique municipalité amie des aînés. Donc, MADA, c'est ce que ça signifie, donc municipalité amie des aînés. C'est un projet qui est développé dans plusieurs villes. Là. On est rendu plusieurs centaines de villes à travers le Québec, mais maintenant, c'est reconnu par l'ONU. Donc, c'est un peu partout à travers la planète qu'on peut avoir la certification MADA. Donc, vous voyez que ça couvre à peu près tous les thèmes possibles pour assurer le bien-être de nos aînés, donc les espaces extérieurs, le milieu de vie, le transport, la participation, l'inclusion, les communications, la santé, la sécurité, les loisirs, etc. Donc, tout ça est couvert. Donc, pour à Sainte-Anne-des-Plaines en soi, notre démarche, comment est-ce que ça a fonctionné? Si on peut aller à la diapo suivante. Donc, ça faisait déjà quand même un bout que les élus ont parlé de la possibilité d'avoir la politique MADA. On regardait par contre à savoir est-ce que c'est une politique, comme on en fait d'autres parfois, qui va être dans le fond un document qu'on met sur la tablette, mais que découler dans le fond, c'est des actions. On veut être sur le terrain, on veut répondre aux besoins. Donc, lorsqu'on a fait le grand plan stratégique 2020-2030, donc pour les consultations qui ont eu lieu en avril et en mai 2019, lorsque dans un des comités qui était le comité milieu de vie, c'est une demande des citoyens. Donc, les citoyens nous ont vraiment demandé à ce qu'on ait la certification MADA. Comme on avait consulté via le plan stratégique une grande partie de la population, on a commencé à en discuter un petit peu plus au niveau des élus et de l'administration. Et je vous dirais que ce qui a fait en sorte que c'est venu boucler la boucle de nos discussions, c'est le projet de Maison des aînés. C'est lorsqu'on a rencontré la ministre Blais pour discuter de la Maison des aînés. C'est une des premières questions qu'elle nous a demandé. Est-ce que vous êtes MADA? Et en discutant avec elle, elle nous a largement convaincus de l'importance de cette certification-là. Donc, rapidement, on a décidé de partir ce beau projet de la politique MADA. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Donc, vous voyez, donc c'est à la fin 2019 qu'on a commencé à faire les demandes. En janvier 2020, on a signé l'entente avec le secrétariat des aînés pour démarrer notre projet. On a 2 ans pour faire la démarche MADA, donc pour respecter l'entente. En février 2020, on avait fait un sous-comité qui était Maxime Thérien, notre directeur au loisir, ainsi que moi-même, pour embaucher une consultante. Donc, c'est Mélissa Vincent qu'on a retenu ses services pour nous aider. Et ensuite, on a formé notre comité de pilotage. Donc, le comité de pilotage est formé de 4 citoyens, 2 pour les aînés, et élément qu'on a décidé de rajouter suite à l'embauche de notre consultante, c'est que plutôt que de faire juste la MADA, il a greffé le côté famille aussi. Donc, c'est les consultantes qu'on avait rencontrées qui nous avaient suggéré de le faire, étant donné que même si la MADA, c'est pour les aînés, il y a tellement d'éléments qui sont reliés que tant qu'avoir 2 politiques distinctes, c'était préférable d'en avoir une seule, où est-ce qu'on peut vraiment se concentrer, mais aussi y aller avec beaucoup d'intergénérationnel ou certains projets qui vont pouvoir bénéficier à plusieurs. Donc, ils disaient, tant qu'à faire des grandes consultations, eux nous suggéraient d'y aller. Donc, c'est ce qu'on a décidé. Donc, la démarche pour avoir une politique famille, elle, c'est avec MUNI. Donc, l'espace MUNI, qui autrefois était le CAMF, le Carrefour Action municipale pour les familles. Donc, on a 4 citoyens, 2 aînés et 2 représentants de la famille, donc un homme et une femme pour chacune des catégories. On a une représentante du CIS, on a une personne de l'administration, une personne élue, et on est accompagné occasionnellement, pas nécessairement toutes les rencontres, par quelqu'un de l'espace MUNI.
Donc, en avril, on a commencé à travailler en comité. Donc, on a vraiment été, je dirais, à fond, si vous me permettez l'expression, pour tout essayer de débroussailler qu'est-ce qu'on voulait, où est-ce qu'on voulait aller, c'était quoi notre vision, c'était quoi un aîné, c'est quoi une famille, qu'est-ce qui nous représente. Alors, on a travaillé plusieurs fois, presque tous d'ailleurs en visioconférence, étant donné qu'on était évidemment toujours dans la pandémie. Mais on a réussi à beaucoup avancer. Pendant l'été, notre chargé de projet a fait plusieurs analyses, donc une grande compilation statistique, l'analyse sociodémographique de l'ensemble de la ville, l'inventaire des ressources, donc pour voir un peu qu'est-ce qu'on avait besoin, ce qui nous a amené à l'automne 2020 avec plein de données analysées. Et à partir de ça, on a pu construire des questionnaires et on a fait 3 grandes consultations publiques, donc une auprès des adolescents, une auprès des familles, donc 18-59 ans, et une auprès des aînés. Donc, ça s'est fait principalement en ligne, mais le questionnaire aîné a aussi été distribué via la revue ministère. Au retour des fêtes, on a tout compilé et c'est grâce à toutes les données qu'on a une superbe participation, d'ailleurs, je vais le souligner, de la part des citoyens, qu'on a rédigé la politique. Donc, si vous suivez le graphique, on est rendu été 2021, donc c'est où est-ce qu'on est présentement en train de travailler. C'est le fun d'avoir une politique, mais dans la politique, ce sont des grandes lignes, c'est des objectifs. Par exemple, augmenter la sécurité dans les rues, c'est un objectif, mais comment est-ce qu'on peut y arriver? Il nous faut un plan d'action. C'est ce plan d'action-là qui va devenir notre boîte à outils. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire, là, de rédiger notre plan d'action. À l'automne, on va valider le tout et officiellement, l'objectif est janvier 2022, mais peut-être qu'on pourra même y aller là, un petit peu à l'avance si c'est pris en décembre, mais je ne veux pas m'avancer. C'est vraiment, on a jusqu'en janvier 2022 auprès du secrétariat des aînés pour finaliser le tout. Donc, suite à ça, on va avoir une immense boîte à outils pour les 5 prochaines années. Et on va aussi avoir besoin de représentants pour un comité de suivi qui va se rencontrer régulièrement pour voir où sont rendues les différentes actions, qu'est-ce qu'on a réalisé, qu'est-ce qu'on peut faire, où est-ce qu'on va, etc. Donc, c'est vraiment un superbe projet qui s'en vient. Vous voyez, là, on a comme le 3/4 de terminé environ qui va être là pour répondre et qui vont venir en lien. Là, il y a plusieurs éléments en lien avec la Maison des aînés pour venir boucler ma boucle qui vont être présents. Un des éléments qui a beaucoup ressorti dans les sondages, c'était justement le manque d'accessibilité au niveau des soins de santé. Donc, la présence de la Maison des aînés vient déjà répondre à un objectif qu'on a dans notre politique pour devenir la municipalité amie des aînés. Donc, je ferme ma parenthèse sur ce magnifique projet. Et on serait rendu à la période de questions. Donc, j'en ai déjà vu plusieurs passer là, au fur et à mesure qu'on avançait dans la discussion. Donc, je vous rappelle que vous pouvez poser en utilisant la fonction clavardage. Donc, dans le bas, vous avez l'onglet discussion. Donc, vous pouvez y écrire vos questions. Ce sera animé par notre responsable, la directrice des communications de la ville de Sainte-Anne-des-Plaines, Mme Elisabeth Aymon. Donc, Elisabeth, je te céderai la parole et moi, je vous reviendrai pour le mot de la fin. Oui, donc, merci beaucoup, Julie. Merci à tous les panélistes. C'était très intéressant de voir les différentes présentations et surtout les images de la Maison des aînés là, que j'ai trouvées particulièrement inspirantes. Donc, on a reçu déjà quelques questions. Je vous invite à les poser pendant qu'on est encore ensemble là, pour pouvoir y répondre. Donc, sentez-vous très à l'aise là, de poser toutes vos questions. Pour ce qui est des panélistes, je vais poser des questions. Certaines d'entre elles ont déjà été répondues, mais je pense qu'il y a peut-être des compléments d'informations qu'on pourrait apporter pour les citoyens qui se posent des questions. Donc, je vais commencer par la première. On a Mme Lavallée qui souhaite savoir si le coût d'un loyer pour une place serait le même que dans un CHSLD. Donc, en matière de coût, comment ça fonctionne au niveau de la Maison des aînés? Alors, je vais répondre à cette question. C'est exactement la même chose qu'en CHSLD. Actuellement, là, il y a un coût prévu. Une partie du coût qui est assumée là, par le gouvernement, puis en fonction des revenus de la personne, donc il y a une partie qui est assumée par la personne hébergée. Donc, c'est exactement la même chose. Ça ne peut pas être plus cher pour rester dans une maison des aînés. Je me permets de répondre tout de suite à une autre question là, qui était en lien un peu avec ça sur l'accessibilité ou la sélection des places disponibles.
ce qui est de l'accessibilité à la maison des aînés, là, donc l'accès, c'est le même mécanisme qu'en CHSLD. Donc, c'est le mécanisme d'accès à l'hébergement qui est géré par le CIS des Laurentides. Et donc, au moment où une personne qui est suivie en soins à domicile, qui est évaluée en perte d'autonomie, donc il y a des démarches qui sont faites pour pouvoir avoir accès à l'hébergement. Des fois, ça part du centre hospitalier. Et évidemment, les personnes, les résidents, les futurs résidents, les proches ont le choix, ont un premier choix. Donc, évidemment, on favorise toujours la proximité avec le milieu de vie d'où la personne est. Alors, c'est ce qui est favorisé là, dans ce cas-ci. Alors, en espérant que ça réponde à votre question, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui voulaient se mettre sur une liste d'attente ou s'inscrire déjà pour la Maison des aînés de Sainte-Anne-des-Plaines, mais il faut quand même utiliser le même mécanisme qui existe déjà pour nos CHSLD, donc le mécanisme d'accès à l'hébergement. Voilà. Merci beaucoup, M. Gauthier. Donc, deuxième question de la part d'un citoyen qui souhaite savoir si un conseil d'administration sera créé et si des citoyens seront appelés à y siéger. Et je vais me permettre de répondre à cette question-là aussi. Il va y avoir les comités de résidents dans les maisons des aînés, comme dans nos CHSLD. Et dans les comités de résidents, évidemment, il y a beaucoup de proches, mais on souhaite comme organisation, pas seulement dans nos maisons des aînés, mais aussi dans nos CHSLD, c'est dans le cadre de notre projet de transformation, on souhaite davantage d'implication, d'intégration des citoyens. Donc, il n'y aura pas nécessairement ce qu'on appelle un conseil d'administration, mais il y aura certainement une instance où il y aura possibilité de s'impliquer dans la maison des aînés. Parfait, merci beaucoup. Donc, on a aussi ici Mme Huot qui demande pourquoi avoir choisi ce site. J'habite à côté d'où se déroulent les travaux. J'entends la machinerie du matin jusqu'à 17h30, le bruit, la poussière et tout le matériel, sans oublier de mentionner les camions qui roulent très vite, même sur la rue des Frênes. Donc, je sais qu'on l'avait mentionné tout à l'heure. Comment a été choisi ce site et quoi faire en fait pour les citoyens là, qui sont à proximité des travaux? Oui, je vais prendre la parole. Dans le fond, c'est un commentaire à plusieurs facettes, là, mais je comprends, pour commencer, là, je comprends très bien les désagréments que peuvent vivre là, les gens qui habitent près. C'est des travaux de construction qui sont relativement majeurs. Et puis, à quelque part, on ne peut pas vraiment y échapper. Le choix du site, eh bien, ça a été mentionné un peu plus tôt, mais une des raisons, parce que ça arrive souvent dans plusieurs municipalités où est-ce que la maison des aînés est installée près des quartiers résidentiels, d'écoles, c'est que ça a été voulu comme ça. On voulait avoir des maisons des aînés qui étaient intégrées dans la communauté, donc sont localisées près des milieux de vie, des quartiers résidentiels souvent. Pour ce qui est des agréments vécus par les gens, soyez assurés qu'on, pas Merlot, puis la SQI, on fait tout pour que les désagréments soient le moins possible. Et en réalité, il y a plusieurs points qui ont été mentionnés là, comme mesures d'atténuation qui sont mises en place. C'est des mesures d'atténuation qui vont être mises en place en réalité et d'autres mesures pourraient être ajoutées là, si c'est requis. Mais les points les plus importants, c'est la réglementation municipale. En réalité, l'entrepreneur, comme n'importe quel citoyen, a à respecter l'ensemble de la réglementation municipale pour ce qui est des heures de travaux et des limites de vitesse. Donc ça, c'est sûr qu'il n'y a aucun passe-droit par rapport à ça. Et puis pour les autres mesures, on va s'assurer que celles qui doivent être mises en place sont mises en place. Puis si des mesures additionnelles doivent être mises en place, bien, on va les analyser une par une, mais ça ne sera pas pris à la légère.
Si je peux compléter pour le choix du terrain, c'est quand même une démarche qui a été faite là, par le ministère avec la municipalité. Le 6 de Laurentides, on nous a proposé ce terrain, entre autres. C'est sûr et certain que, comme Michael l'a nommé, dans plusieurs municipalités, on cherche à s'installer bien intégré dans la communauté à proximité d'installations municipales ou d'installations scolaires pour justement favoriser, entre autres, les activités intergénérationnelles. Aussi, le site choisi, là, on sait que c'est un site qui est quand même prisé par les citoyens pour les fêtes, pour la glissade l'hiver, la piste cyclable, la piste pédestre là, juste à côté. Donc, il y a de l'action autour et c'est ce qu'on veut. On veut que nos résidents, les citoyens de Sainte-Anne-des-Plaines puissent profiter justement de cette action-là, de cette vie-là citoyenne, cette vie communautaire. Là. Donc, ça fait partie des raisons pour lesquelles là, ce site-là a été choisi et on compte bien maintenir et encourager le maintien de ces activités-là autour de la Maison des aînés une fois, évidemment, les constructions terminées. Merci beaucoup, Michel. On a aussi une dame qui aimerait savoir s'il sera possible de réécouter la présentation. Donc oui, ça va être diffusé sur la page Facebook de la ville de Sainte-Anne-des-Plaines, mais ce sera aussi mis en ligne sur le site du Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides. Donc, à cet endroit-là, là, vous retrouverez, entre autres, les présentations PowerPoint qu'on vous a partagées ce soir. L'adresse du site, c'est le www.santélaurentides.gouv.qc.ca. Donc, oui, en effet, cette vidéo-là va pouvoir être réécoutée par la suite. On a une dame qui nous demande, donc, si je comprends bien, selon l'échéancier, nous aurons 1 an à vivre avec les désagréments du bruit. Donc, on a déjà répondu à ça, mais donc, le calendrier, on en a encore pour une bonne année de travaux. Est-ce que c'est bien ça? Oui, oui. En réalité, comme j'ai mentionné tout à l'heure, l'échéancier total va durer environ 15 mois. C'est certain que ce n'est pas pendant ces 15 mois-là qu'il va y avoir des travaux de camionnage ou qui vont nécessiter l'excavation du remblayage, ce qui fait le plus de bruit et ce qui engendre le plus de camionnage. Mais oui, puis ce 15 mois-là peut paraître long, mais il est relativement court, là, étant donné l'ampleur de la Maison des aînés ou de la construction en tant que telle. Un projet, disons, plus en mode traditionnel, ça aurait été plus long. L'échéancier est déjà très court. Parfait, merci beaucoup. Et si je peux me permettre de compléter, donc c'est Jean-Philippe Cyr, conseiller en bâtiment pour le site de Laurentides. Effectivement, comme Michael le mentionne, on est actuellement dans la phase du chantier la plus dérangeante qui cause le plus de désagréments, qui est justement tout le travail de remblai, excavation. Il y a des vibrations que les gens peuvent sentir autour, comme Michael le disait, il n'y a pas de dynamitage ou de pieutage qui se fait. Par contre, il pourrait arriver qu'il y ait du compactage de sol, donc c'est probablement ça qui cause les bruits. Et ce qui est important de mentionner aussi, donc sur le long terme, c'est un 48 lits. L'entrée principale sera située sur la rue des Cèdres, donc il n'y aura plus de transit via la rue des Frênes. Et comme c'est un 48 lits, au niveau des livraisons, ça n'apportera pas nécessairement beaucoup plus de trafic dans le quartier. Quand on parle de livraison, ce sera des camions généralement de petite taille. On parle de 5 à 6 livraisons pour les denrées, les produits laitiers, surtout au niveau des services alimentaires. Donc, c'est sûr qu'actuellement, ce qu'il faut comprendre, oui, c'est 1 an, c'est 15 mois de travaux, mais actuellement, ça demeure que c'est malheureusement le plus dérangeant. Parfait, merci beaucoup. On a une dame qui aimerait savoir si les moniteurs de camp de jour à proximité de l'école du Harfang seront sensibilisés à la sécurité près des travaux, car ils devront régulièrement circuler près du chantier avec les enfants cet été. Donc, est-ce qu'il y a des mesures qui ont été prévues à cet effet-là? Je pense que notre responsable des camps de jour, est-ce que Maxime Terrien est connecté actuellement?
Donc, je peux répondre là, en son absence. Oui, en fait, le camp de jour qui va se dérouler à l'école du Harfang va être évidemment sensibiliser la commission scolaire, l'école et tout ça. Là, il va y avoir des brigadiers, des personnes qui vont être en charge de la circulation et de la sécurité. Donc, oui, les moniteurs de camp de jour vont bien évidemment là, faire très attention avec les enfants tout au long de l'été, puis prendre possiblement des chemins alternatifs aussi là, pour se déplacer. Donc, ça avait été pris en considération, là, toute la sécurité autour de l'école. On a eu plusieurs discussions à cet effet-là depuis plusieurs semaines, voire mois. Là. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir à cet égard. Vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui, OK, excusez, je voulais répondre, mais l'impression que ça ne fonctionnait pas, excusez. Donc, oui, effectivement, les gens des camps de jour ont reçu une formation là, à cet endroit-là, puis aussi de la manière qu'on va procéder, c'est qu'on n'ira pas nécessairement faire les activités de camp de jour à cet endroit-là, on va se déplacer là, à des endroits sécuritaires. Là, je pense que ça répond à votre question. Oui, merci, merci Maxime. On nous demande aussi une partie de la rue des Frênes concernée est une impasse, considérant que les camions passent dans cette direction. Est-ce qu'il est prévu que la rue débouche sur le boulevard et ne soit donc plus une impasse? Je peux peut-être répondre partiellement en fait à la question. Le projet de construction de maison des aînés n'entraîne pas de travaux de prolongement de rue. Donc, la question s'adresserait davantage aux gens d'urbanisme et du génie de la ville de Sainte-Anne-des-Plaines. Mais nous, dans le fond, on vient vraiment s'intégrer. Comme je le mentionnais tantôt, l'entrée principale sera sur la rue des Cendres. Donc, il n'y aura pas de travaux de prolongement de rue prévus à même le projet de la Maison des aînés. Et si je peux compléter au niveau de la municipalité, non, ce n'est pas dans les plans non plus de faire déboucher la rue au bout de Desfreins. Outre le beau sentier pédestre qu'on va aménager. Parfait, merci beaucoup. On demande aussi, la Maison des aînés sera dirigée par le 6 des Laurentides. Pour ce qui est de l'embauche des employés et des préposés aux bénéficiaires, est-ce que l'affichage sera fait à l'interne ou directement au public? Est-ce qu'il va y avoir une priorisation pour les gens des Laurentides ou de la ville? Oui, je vais répondre à cette question. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, parfait. Alors, on est actuellement en travaux, justement, sur ces processus-là. Assez rapidement, là, comme toute organisation, le processus d'embauche et de dotation doit d'abord et avant tout être affiché à l'interne. Mais il va y avoir certainement un affichage à l'externe pour l'ensemble des postes qui seront créés pour les maisons des aînés, ce qui inclut évidemment là, la Maison des aînés de Sainte-Anne-des-Plaines. Parfait, merci beaucoup. On nous demande quel serait le coût pour une chambre, le coût de revient par chambre de ce bâtiment? Oui, mais en réalité, oui, il y a eu beaucoup aussi des articles journaux là, qui sont parus la semaine dernière par rapport au coût par chambre pour des différentes maisons des aînés à la grandeur de la province. Comme je mentionnais au début de la présentation, en réalité, Pomerleau, présentement, ont le mandat de conception et de construction pour 9 maisons des aînés. On a les coûts pour l'ensemble des 9 maisons des aînés pour la conception et la construction. Donc, oui, je pourrais sortir un coût par chambre, mais il serait vraiment dilué là, pour 9 maisons des aînés et il intégrerait la conception et la construction. Comparativement à ce qui est sorti dans les journaux, où est-ce que c'était la plupart du temps, de ce que j'en ai compris, des coûts vraiment seulement de construction et non pas de conception incluse. Donc, pour ces raisons-là, je ne peux pas présentement répondre spécifiquement pour cette maison-là.
Parfait, merci beaucoup, M. Huot. On a une dame qui demeure sur la rue des Frênes. Elle mentionne que lors des travaux, sa maison vibre depuis son sous-sol, là où elle fait du télétravail. Donc, elle voudrait savoir, advenant des fissures dans ses fondations, est-ce qu'elle serait couverte autrement que par ses assurances? C'est une bonne question. C'est une bonne question. C'est certain, on ne veut pas se rendre, là, on ne veut pas attendre les fissures avant, puis voir à ce moment-là qu'est-ce qu'on va faire, puis qui aurait à payer quoi. Mais ce qui est certain, c'est que les Pomerleau et l'ensemble de ses sous-traitants ont à respecter la réglementation municipale pour ce qui est de la vitesse dans les rues, puis pour ce qui est du poids des différents camions. Je dis réglementation municipale, là, ça englobe aussi provinciale, puis l'ensemble de la réglementation applicable. Puis à ce moment-là, si réellement il y a des problèmes particuliers pour une ou des maisons ou un secteur, pour X raisons là, qui m'échappent pour l'instant, mais il y aura moyen de prendre action, mais moi, je le verrai autrement. Il faut prendre action avant que la problématique s'aggrave et qu'il y ait réellement des fissures. Là. Est-ce que, Jean-Philippe, oui, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je pourrais peut-être bonifier ta réponse, Michael. Donc, c'est ça, j'ai vu passer le commentaire, je crois que c'est Mme Lavallée et Mme Huot qui ont les deux la même problématique. Ce que je vous proposerais, on va projeter tantôt donc l'adresse courriel et le numéro de téléphone pour s'il y a des questions, des commentaires donc relativement aux travaux principalement. Donc, ce que je vous inviterais, c'est de nous donner vos coordonnées. Et je pense que la meilleure façon de faire, c'est sûr que dans un contexte de réclamation, il y a toujours un paquet d'éléments légaux qui peuvent entrer en ligne de compte. Il faut être en mesure de démontrer que les fissures seraient directement causées par les travaux. Donc, je pense que ce serait prudent à ce stade-ci, ce serait de nous transmettre vos coordonnées. On pourra transmettre donc vos coordonnées aux gens de Pomerleau et probablement qu'il y aurait matière à faire un relevé photographique donc de l'ensemble des conditions de votre maison actuellement et donc de façon d'être capable de monitorer s'il y aurait effectivement des problématiques causées directement par les travaux. Donc, l'adresse courriel va être projetée tantôt. Donc, je vous inviterai à nous écrire et de nous transmettre vos coordonnées. Parfait, merci beaucoup. Il y a une dame qui demandait si les personnes qui proviennent des hôpitaux passent en priorité devant ceux qui sont à la maison. Donc, est-ce qu'il y a une priorisation là, à ce niveau-là? En fait, l'accès à l'hébergement est géré par le mécanisme d'accès à l'hébergement et les priorités sont faites en fonction des conditions des personnes. On cherche le plus possible à éviter l'hospitalisation de nos aînés dans ce contexte-là. Évidemment, malheureusement, il y a quand même plusieurs aînés qui se retrouvent à l'hôpital et donc, c'est vraiment là, le mécanisme d'accès qui doit gérer les attentes ou les priorités de ce côté-là. Donc, ce n'est pas une équation 1 plus 1 égale 2. C'est vraiment là, plusieurs paramètres qui sont pris en compte par ce service-là pour faire l'admission des résidents, là, diriger les résidents vers les milieux d'hébergement. Parfait, merci beaucoup. On nous demande, est-ce qu'il a été prévu des tables ajustables pour les personnes en fauteuil roulant ou qu'ils ont des fauteuils adaptés dans les salles à manger? Donc, est-ce que finalement le matériel est adapté pour les personnes en fauteuil roulant? Tout à fait. C'est prévu, comme d'ailleurs dans nos milieux d'hébergement actuels. Donc, il y a du mobilier adapté qui est prévu pour ça. Parfait. Et on a une dame qui aimerait savoir, est-ce que la maison sera pour les personnes autonomes et semi-autonomes seulement? Pas du tout. Les maisons des aînés sont vraiment pour une clientèle des personnes âgées en perte d'autonomie modérée à sévère. On sait déjà qu'en CHSLD, notre clientèle, 80% de notre clientèle sont atteints de troubles neurocognitifs, donc tels que l'Alzheimer, par exemple. Donc, c'est vraiment une clientèle qui est en perte d'autonomie importante qui va bénéficier des maisons des aînés. Ce n'est pas pour la clientèle qui est autonome ou semi-autonome. Merci.
Est-ce qu'une personne de Sainte-Anne-des-Plaines qui est déjà dans un autre type de résidence pourra demander un transfert lorsque la maison des aînés ouvrira? Ce sera possible toujours via le mécanisme d'accès à l'hébergement. Et évidemment, là, c'est eux qui vont gérer les priorités. C'est sûr et certain qu'une personne qui est déjà hébergée et que ses besoins sont bien répondus dans son lieu d'hébergement pourra possiblement là, avoir une place, mais c'est possible aussi qu'il y ait des personnes qui aient des plus grands besoins. Donc, les priorités, comme je disais tantôt, sont gérées par le mécanisme d'accès. Parfait. On a une question, une personne qui nous demande quand le service va commencer exactement, donc à quelle date les résidents vont pouvoir emménager. Alors, selon le plan de projet, la livraison des bâtiments, donc les bâtiments sont prévus être livrés pour le début du mois d'août 2022 et nous avons comme organisation, nous, à peu près 2 mois pour activer le bâtiment. Donc, activer, ça veut dire le préparer pour recevoir des résidents. Donc, vous pouvez considérer là, que normalement, à partir de la fin septembre, début octobre, on devrait commencer à admettre des nouveaux résidents dans nos maisons des aînés. Évidemment, si tout se déroule bien au niveau du projet. Parfait, merci. On a une dame qui aimerait savoir s'il sera possible d'avoir un service de zoothérapie en milieu. Donc, il y a une dame à Sainte-Anne-des-Plaines qui offre ce service et on voudrait savoir si c'est quelque chose qui va être possible. Alors, je parlais tantôt d'exemple de contribuer avec la communauté pour l'offre de services. On souhaite évidemment mettre en place la zoothérapie dans nos organisations. Donc, éventuellement, il y aura des appels d'intérêt justement pour recruter et trouver là, des spécialistes dans le domaine pour faire des ententes et pouvoir offrir ça à nos résidents dans nos maisons des aînés. Mais c'est déjà des activités qui sont offertes dans nos CHSLD. Donc, évidemment, ça doit faire l'objet d'ententes entre le fournisseur de zoothérapie et l'établissement. Merci. Est-ce que les repas pourront être adaptés pour une personne diabétique ou ayant un autre problème de santé? Tout à fait. Au niveau des services alimentaires, il va y avoir les mêmes services que dans nos centres d'hébergement de nutritionnistes pour adapter l'alimentation. Ceci dit, on mise beaucoup sur la liberté. On veut laisser les gens choisir, respecter leur goût. Donc, on ne mise pas tant sur la diète santé, mais on mise plus sur le plaisir de manger. Donc, on veut que les gens soient satisfaits, aiment la nourriture, aiment les textures et en certaines situations, assument le risque relié des fois là, à une préparation qui pourrait ne pas être recommandée pour la condition, mais la personne, c'est ce qu'elle souhaite. Donc, elle souhaite, même si elle est diabétique, consommer du sucre. Alors, ce sera permis, mais ce sera consenti là, de façon libre et éclairée. Merci. On a une dame qui demande, avez-vous des unités prothétiques pour les personnes en perte cognitive élevée? Tout à fait. Dans nos maisons des aînés, en fait, les maisons des aînés sont composées en maisonnées. Les maisonnées sont des unités de 12 chambres pour les résidents. Donc, c'est comme si chacune de ces chambres-là est un micro-milieu. Donc, parmi ces micro-milieux-là, il y aura ce qu'on appelle le micro-milieu protégé. C'est un synonyme pour nous au CIS-des-Laurentides des unités prothétiques. Donc, oui, ce sera disponible et pour répondre aux besoins là, de la clientèle. On nous demande aussi quelle sera la grandeur approximative des chambres? Ça, c'est un détail d'architecture. Je vais laisser les experts répondre. Une question pour moi, ça, Michel. Oui, ça, celle-là est pour toi. Oui, bien, j'ai vu passer, je me suis préparé justement. Quand on parle de chambre individuelle, donc pour les résidents aînés, c'est une chambre de 21,5 mètres carrés en moyenne. Pour ceux qui sont plus habitués avec les pieds carrés, c'est environ 220 pieds carrés. Et à ça s'ajoute une salle d'eau individuelle qui inclut donc vanité, toilette et douche à l'italienne. Donc, chaque chambre sera dotée de sa propre douche. Une douche sans seuil pour que les gens puissent, s'ils le désirent, faire leur hygiène directement dans la chambre.
de façon autonome ou avec l'aide du personnel d'un proche aidant. Et donc, cette salle d'eau-là fait 5,8 mètres carrés. Ça varie des fois de quelques dixièmes de mètres carrés selon la disposition, donc environ une soixantaine de pieds carrés. Dans le cas des chambres bariatriques, on a aussi des chambres bariatriques qui sont prévues dans chacun des projets. Dans le cas de Sainte-Anne-des-Plaines, si je ne me trompe pas, c'est une chambre bariatrique, donc pour les personnes qui ont un poids donc très élevé. C'est 25 mètres carrés, donc environ 260 pieds carrés, et la salle d'eau est augmentée à 8,5 pieds carrés, donc 90 pieds carrés, pour accommoder bien souvent le mobilier et les fauteuils qui sont généralement surdimensionnés. Donc, on parle, donc en résumé, là, pour les aînés, donc 220, 225 pieds carrés pour la chambre, plus 60 pieds carrés pour la salle d'eau. Un grand merci pour ces précisions intéressantes. Donc, j'ai une autre question. Est-ce qu'il y aura des postes administratifs à combler? Donc, on a parlé tout à l'heure des préposés aux bénéficiaires, des soins infirmiers. Au niveau administratif, est-ce qu'il y a des postes qu'on sait libres au moment où on se parle? Il va y avoir aussi des postes administratifs. Et là, je vais en profiter pour faire une petite publicité pour mon organisation. Nous sommes toujours à la recherche de personnel. Je vous dirais même actuellement, nous allons avoir besoin d'infirmières, de préposés, d'infirmières auxiliaires, de professionnels en réadaptation, en travail social. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, il y a déjà des places pour travailler au CESE-Laurentides en hébergement. Et donc, vous avez compris tantôt que la dotation et l'affichage sera d'abord faite à l'interne. Alors, je vous invite à aller voir sur le site web du CIS des Laurentides. Vous allez pouvoir trouver toutes sortes d'opportunités pour vous. Et finalement, j'ai une dernière question. Votre ratio de préposés aux bénéficiaires par nombre de résidents, quel est-il? Alors, la fameuse question des ratios, actuellement, de jour, on parle d'un ratio de 1 préposé pour 6 bénéficiaires. Pour les maisons des aînés, actuellement, il y a des travaux au niveau du ministère et donc, on va nous transmettre là, de nouvelles façons de calculer là, le nombre de personnel et les effectifs requis. Donc, on parle moins de ratio actuellement. Alors, je préfère attendre avant de répondre à cette question-là, mais ce qu'on nous dit, c'est qu'il va y avoir davantage de personnes pour les bénéficiaires dans les maisons des aînés. C'est ce qui est prévu. Excellent, merci beaucoup. C'était la dernière des questions qui nous avaient été adressées. C'est possible de changer là, la diapositive. J'aimerais vous laisser le numéro de téléphone, l'adresse courriel. Il y a peut-être des questions qui n'ont pas été répondues ce soir ou qui vont vous revenir en tête là, dans les prochains jours ou au cours de la prochaine année. Donc, prenez bien en note cette adresse courriel, ce numéro de téléphone. Toutes vos questions par rapport au bruit, aux travaux, aux places, aux dates d'ouverture. Si vous avez des questions au niveau de la recherche d'emploi, des questions techniques ou au niveau de la santé, n'hésitez pas à nous écrire, à nous appeler. Il y a vraiment une équipe en place là, pour répondre à toutes ces questions-là. Donc, prenez le temps qu'il vous faut là, pour repenser à tout ça. Puis s'il y a des réponses encore qui n'ont pas été répondues, des questions qui n'ont pas été répondues, bien, on vous invite à nous écrire. Sur ce, je vais passer la parole à Julie Boivin, la vice-mairesse de Sainte-Anne-des-Plaines, pour la conclusion de la soirée. Alors, merci. Donc, dans un premier temps, je trouve deux petites parenthèses. Premièrement, tantôt, ce n'est pas tombé dans n'importe quelle oreille quelqu'un qui demandait s'il était pour avoir un conseil d'administration. Je siège sur le conseil d'administration de la résidence des Moissons et on cherche un représentant des citoyens. Donc, si jamais la personne est intéressée, vous pouvez soit me joindre directement ou encore à la résidence des Moissons. Ça nous fera bien plaisir de vous y accueillir. Ensuite, petite parenthèse très personnelle, je veux juste dire à tous ceux qui parlaient des vibrations, etc. J'habite moi aussi sur la rue des Frênes, donc je le partage au quotidien avec vous étant en télétravail. Je sais que ce n'est pas évident, mais je me dis toujours que ça va être quelques mois de désagrément pour nous, mais des décennies de bien-être pour nos aînés. Donc oui, je sais que ce n'est pas évident, mais
on est dans le pire, donc je me dis encore un petit peu, puis ça va être mieux, mais quand je prends ma marche, si vous voulez m'en parler, je serai avec vous puisque je l'ai vu au quotidien, moi aussi. Alors, je tiens à remercier tous les panélistes qui ont été présents, qui ont pris le temps ce soir de venir nous rencontrer pour pouvoir partager avec les citoyens de Sainte-Anne-des-Plaines. Donc, merci d'avoir été là. Et puis, à l'ensemble de la population, je vous invite, comme Elisabeth le disait, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. Et je vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes, que ce soit au niveau des réseaux sociaux, des sites Internet, où est-ce qu'on va pouvoir là, mettre à jour l'évolution des travaux de notre superbe Maison des aînés. Alors, je vous souhaite à tous une belle soirée et au grand plaisir de discuter avec vous prochainement. Merci et bonjour à tous.